C'est cette lourdeur psychologique-là, le trouble alimentaire, ces préoccupations-là, ça pèse, sans faire de mauvais jeu de mots, mais ça pèse lourd dans le fond. Puis c'est souvent une des raisons pourquoi les athlètes viennent nous consulter, pour aller chercher de l'aide, c'est parce qu'ils sont juste épuisés. Épuisés, dans le fond, de toujours devoir penser à ça, de devoir toujours gérer, dans le fond, ça. L'autre élément où ils viennent souvent nous voir, c'est quand ils ont des pertes de contrôle avec l'alimentation. La majorité, c'est difficile à évaluer, mais beaucoup d'athlètes, dans le fond, qui vont ne pas manger assez ou qui vont suivre des règles vraiment rigides, vont finir par développer des pertes de contrôle avec l'alimentation. Puis ça, c'est une des choses qui génère le plus de détresse et de honte pour un athlète, parce qu'il a l'impression qu'il ne fait pas son travail d'athlète, dans le fond, en n'étant pas capable de contrôler son alimentation. Ce contrôle-là, en fait, ou cette préoccupation-là va générer tellement d'anxiété que l'athlète, dans le fond, doit avoir des comportements ou des compulsions pour venir gérer cette anxiété-là. Fait que ces comportements-là, ça peut être suivre un plan alimentaire strict, ça peut être mettre dans une application ce qu'on a mangé puis s'assurer, dans le fond, qu'on atteint un nombre spécifique de calories. Ça peut être des pesées, en fait, compulsives ou excessives. Ça peut être, avec sa montre intelligente, en fait, de calculer ce qu'on dépense, dans le fond, à chaque jour. Mais tous ces comportements-là, en fait, sont des compulsions puis vont avoir comme objectif de apaiser l'anxiété de l'athlète. Puis à court terme, ça fonctionne. Mais souvent, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ça vient réalimenter, en fait, les préoccupations. Puis ça réalimente cette anxiété-là, puis on est pris dans un cercle vicieux. Ça dure longtemps. Tu sais, c'est pas juste pendant que tu es athlète, c'est après que tu as terminé ta carrière, dans mon cas. Ça a traîné quand même assez longtemps après ma carrière. Même des fois, j'ai encore des petits, on dirait des choses qui se passent dans ma tête, puis je me dis « Ah, j'ai mangé ça, je devrais peut-être faire un peu plus d'exercice. » Sauf que maintenant, je le contrôle mieux, mais moi, c'était plus, je me pesais à tous les jours, puis si, mettons, j'avais une livre de plus que la veille, mais là, ma journée était plus bonne. On dirait que c'était toujours à recommencer. Puis ça affectait beaucoup aussi ma vie sociale parce que je m'empêchais souvent d'aller manger au restaurant ou d'aller manger chez des amis, puis des fois, je me trouvais des excuses parce que justement, je voulais avoir le contrôle de qu'est-ce que je faisais. J'allais pas vomir ou j'allais pas manger, mais j'étais très stricte avec moi-même. Un trouble alimentaire, ça ne disparaît pas quand un athlète prend sa retraite. Puis beaucoup d'athlètes, d'entraîneurs ou de fédérations à un plus grand niveau, en fait, vont préférer pas trop intervenir en se disant « mais l'athlète, quand il va prendre sa retraite, bien, ça va disparaître », mais c'est pas le cas. Puis c'est ça qui génère beaucoup de frustration auprès de l'athlète en disant « bien, j'ai fait ce sacrifice-là, pendant que j'étais athlète, puis je pensais que c'était un sacrifice normal à faire, dans le fond, pour être un athlète de haut niveau. Exact. Mais là, je suis pris avec ça toute ma vie. » Puis l'autre point que tu as mentionné qui est super pertinent, puis vraiment important, c'est qu'un trouble alimentaire, ça génère de la détresse, mais ça vient affecter les autres sphères de notre vie. Puis ces autres sphères-là, pour certaines personnes, ça peut être social, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être l'école ou ça peut être la performance. Mais c'est là où on voit que ça ne permet pas, dans le fond, à un athlète de s'épanouir. Il est comme en mode survie. Mais cette lourdeur-là de préoccupation de laquelle on parle depuis le début, bien ça, c'est sûr que c'est un espace mental qui n'est pas disponible, dans le fond, pour optimiser d'autres choses qui sont en lien avec l'entraînement aussi. Oui, c'est vrai, parce que ça prend beaucoup de place. C'est ça. Énormément de place, en fait. Dans ta journée, là, je te dirais, dès que tu te lèves jusqu'au soir, quand tu te couches. Exactement. Fait que c'est beaucoup d'énergie que tu mets pas à la bonne place. Des fois, c'est les autres qui t'influencent aussi. Moi, j'ai été influencée par mes coéquipières. Je me rappelle, on allait au restaurant, puis les filles disaient « Bien, je vais prendre une pizza, pas de pain, pas de sauce, pas de fromage. » Finalement, tu manges rien que les tomates, c'est de la pizza. Puis j'ai commencé à me dire « Moi, je fais pas ça comme il faut, puis que je dois m'adapter autrement par rapport à mon sport. » Il y en avait un autre, elle avait enlevé tout le gras et le sucre de sa diète. Pendant 2 mois, je l'avais pas vu pantoute, je savais pas été où. Elle avait maigri, là, c'était l'enfer, mais après ça, elle avait plus de gaz, puis elle a été obligée d'arrêter le sport parce que ça fonctionnait pas. Fait que ça aussi, je pense que c'est important, l'éducation puis la conversation qu'on va avoir en tant qu'entraîneur avec nos athlètes, puis de pas attendre trop longtemps. C'est un sujet qui devrait être parlé rapidement avec les jeunes athlètes. Puis on a aussi, les femmes, notre corps change. On commence, on est toutes jeunes, on est toutes belles, puis là, les hormones arrivent, puis là, on prend un petit peu de poids, puis c'est normal. Bien, ça devient difficile pour la jeune femme qui est en transition de junior à élite femme, qui est comme entre les deux, là, 23 ans et moins.
Dans le fond, ce qu'on va dire, les spécialistes à l'enfance ou qui travaillent en adolescence, ils vont juste dire de normaliser cette période de changement-là, qui est difficile pour tout le monde, puis que c'est normal, dans le fond, de ne pas aimer son corps, dans ce contexte-là aussi, parce que ça change, sans cesse. Et des fois, juste d'aborder ces situations-là à voix haute, ça peut faire une grande différence, dans le fond, aussi. Le temps que moi, j'étais athlète, on était peut-être moins... les entraîneurs étaient peut-être moins alertes ou ils voyaient moins ça, peut-être. Ce qu'on suggère aux entraîneurs, c'est d'adopter une approche comme à 5 étapes. Fait que la première, bien, il faut que cette intervention-là se fasse dans un contexte où l'athlète se sent dans un lieu psychologiquement sûr aussi. Là. Tu ne fais pas ça sur le bord quand il y a des athlètes à côté. Il faut aussi que ça se fasse avec la personne qui a la meilleure relation avec l'athlète. Fait que ça se peut, c'est souvent l'entraîneur, mais ça peut être le thérapeute de l'équipe, ou ça peut être le consultant en performance mentale aussi. Ensuite, on énumère les faits. Fait que tous nos signes et symptômes qu'on a observés, c'est donc, ça fait plusieurs semaines, j'ai observé en fait que tu mangeais plus au repas d'équipe, que tu t'isolais beaucoup, tu me parles beaucoup moins en fait qu'avant. J'ai observé que tu avais de la difficulté à finir certains entraînements ou que tu avais moins d'énergie à la fin. J'ai observé ou tu m'as mentionné que tu dormais mal, que tu avais des maux de ventre. Fait que, en fait, c'est très, très objectif. On énumère les faits. Mais avant que tu continues, tu sais, énumérer les faits, là. Ouais. Là, on en parle des exemples de faits, mais on est très bon pour cacher tout ça. Fait que ça prend des détectives là, pour commencer à trouver que peut-être que j'ai pas été à ce souper-là, puis tout ça. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire en tant qu'entraîneur. Ouais. C'est pas une tâche facile, mais souvent, tu sais, déjà, si l'entraîneur est éduqué puis il sait c'est quoi les signes et symptômes, ça aide. Mais moi, j'ai comme le revers un peu de la médaille. Souvent, les athlètes qui sont pris là-dedans, ils pensent qu'ils sont capables de tout cacher. Oui, c'est vrai. Fait que souvent, tu sais, justement, ils sont tellement préoccupés par cette tâche-là, ces comportements-là, qu'ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui paraît, mais de l'extérieur, ça paraît quand même. Fait que c'est pour ça que, oui, c'est pas une tâche qui est facile, mais on laisse cet espace-là, dans le fond, à la tête pour pouvoir répondre. Puis après ça, on arrive avec quelque chose de plus concret. Pour que je me sente plus en sécurité, de t'entraîner, j'aimerais ça que tu fasses une évaluation nutritionnelle, que tu ailles voir le médecin pour une évaluation médicale, parce que ta santé me préoccupe vraiment, dans le fond, en ce moment. Puis la dernière chose, c'est de faire un suivi. Ce qu'on veut pas, c'est d'adresser la situation une fois, parce que ça nous préoccupe. Laisser faire. C'est ça. Et l'athlète nous dit, ben non, il n'y en a pas de problème, puis là, on n'en parle plus jamais. Ben là, dans le fond, l'intervention, n'est pas réussie. Fait que l'idée, c'est de dire à la tête, regarde, ça peut faire beaucoup pour toi, dans le fond, en ce moment, aujourd'hui qu'on parle de ça. Pense-y, on s'en reparle, dans le fond, la semaine prochaine. C'est ça, j'étais pour dire, dans le sens que toutes ces étapes-là, tu veux pas toutes les faire en même temps, parce que, ben même moi, je me sentirais comme c'est trop, là. Une étape à la fois, tu laisses du temps. Peut-être que même cette personne-là, l'athlète va revenir parce que là, elle va mijoter ça dans sa tête un peu. Puis là, elle va dire, ouais, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'elle va revenir puis elle va dire, non, j'ai toujours pas de problème. Mais ça peut, en laissant du temps entre les étapes, ça peut donner la chance à l'athlète de réfléchir puis de revenir positivement par rapport au problème. Tout à fait. Puis souvent, les gens vont penser que leur intervention n'a comme pas fonctionné parce que la personne ne s'est pas ouverte, puis la personne, dans le fond, à court terme, il n'y a rien qui a changé. Mais ça a fait une différence parce que nous, on le voit en consultation plus tard, où ils se souviennent de cet entraîneur-là ou de ce physiothérapeute-là qui a osé dire quelque chose à cette époque-là parce qu'il se souciait, dans le fond, de leur bien-être. Puis ça vaut pour beaucoup. Puis c'est souvent ce qui va faire en sorte que la personne va éventuellement changer puis aller chercher de l'aide aussi. Par contre, quand on craint pour la sécurité physique de l'athlète, bien là, il faut que l'entraîneur mette des limites, dans le fond, aussi. Parce que, tu sais, s'il a peur qu'il s'évanouisse ou que son cœur arrête de battre la nuit, bien, l'entraîneur a le droit de dire qu'il ne se sent pas en sécurité d'entraîner l'athlète sans qu'il y ait une évaluation médicale complète, une évaluation. Ça, c'est des cas extrêmes. Là. Exact, là, on est rendu, c'est ça. Fait que ça peut être une grande barrière pour l'entraîneur de ne pas vouloir intervenir parce qu'il a peur de se tromper. Il n'a pas les outils. Il n'a pas les outils, il a peur d'aggraver le problème, il a peur de dire les mauvaises choses. Surtout, ce qu'on entend des entraîneurs, c'est qu'ils ont peur de perdre la relation de confiance. Mais je pense que la relation que tu as avec ton coach, ça commence... C'est ça la base de ce qui va faire que tu vas être... En tant qu'athlète, si tu as des problèmes, bien, tu vas être capable de t'ouvrir
à cette personne-là. Et pas juste à ta meilleure amie, même encore là, ta meilleure amie, peut-être que tu y diras pas. Tout à fait. Fait que c'est sûr que l'entraîneur, il doit s'attarder au bien-être de l'athlète sur toutes les sphères.